Bonjour, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir d'être là avec vous dans le cadre de notre émission baptisée Télééducation. Aujourd'hui, on poursuit avec notre cours de communication écrite. Le thème de cette leçon est bien l'étude de la phrase. Sur ce, chers téléspectateurs et téléspectatrices, je vous invite à regarder ce que vous voyez au tableau, afin de décrire ce que vous avez regardé. Très bien. Tout d'abord, nous avons pu remarquer qu'il y a au tableau une succession de mots, une combinaison de mots. C'est la première remarque. Mais la deuxième remarque, c'est que ces mots-là ne sont pas combinés de n'importe quelle manière. Pourquoi? Parce que ces mots-là nous permettent de comprendre quelque chose. Ces mots-là transmettent un message. Cela nous permet de déduire que, par définition, une phrase est une combinaison de mots suivant un certain nombre de critères, soit syntaxiques, sémantiques, etc. Deuxième remarque que nous pouvons faire à partir de ce que nous venons de regarder au tableau, c'est que généralement la phrase, elle est construite autour d'un verbe. Et lorsque la phrase est construite autour d'un verbe, on l'appelle phrase verbale. Il faut ajouter que la phrase peut être construite autour de plusieurs verbes. Et la troisième remarque, une phrase peut être constituée autour d'un nom, mais pas autour d'un ou de plusieurs verbes. Dans ce cas, on parle de phrase non verbale. En ce qui concerne les phrases verbales, nous venons de voir que une phrase peut être construite autour d'un verbe ou autour de plusieurs verbes. Lorsqu'une phrase est construite autour d'un verbe, on parle d'une phrase verbale simple. Et lorsqu'elle est construite autour de plusieurs verbes, on parle de phrase verbale composée. On appelle phrase verbale complexe une phrase qui contient au moins deux verbes avec leur sujet. Chaque unité composée d'un verbe, de son sujet et de leur complément est appelée proposition. Maintenant, nous allons voir comment est constituée une phrase. Quels sont les constituants d'une phrase? La phrase verbale se décompose en plusieurs constituants, qui peuvent être un groupe de mots ou un mot seul. D'abord, il y a le groupe sujet. Dans une phrase, c'est le groupe sujet qui commande l'action du verbe. C'est souvent un groupe de mots. Il peut aussi se composer d'un seul mot, si le sujet est un pronom, il, elle, etc. Ou un nom propre, comme Jacques, Jean, Pierre, Paul. Prenons un exemple. Par un soir d'orage, des corbeaux planent au-dessus des blés mûrs. Dans cette phrase, le sujet est un groupe de mots. Des corbeaux. L'autre constituant d'une phrase verbale, c'est le groupe verbal.
Le groupe verbal peut être composé d'un seul verbe, ou bien d'un seul verbe et des mots, ou des groupes de mots qui le complètent. Exemple, par un soir d'orage, des corbeaux planent au-dessus des blés mûrs. Dans cette phrase, le groupe verbal, c'est bien plane au-dessus des blés mûrs. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ici, le groupe verbal est constitué d'un verbe et des mots qui l'accompagnent. On parle aussi de constituants facultatifs. Les constituants facultatifs n'appartiennent ni au groupe sujet ni au groupe verbal. Ce sont donc des groupes complètement circonstanciels, c'est-à-dire on peut les supprimer. Chers téléspectateurs, il faut retenir fondamentalement que dans une phrase verbale, les deux constituants majeurs sont le groupe sujet et le groupe verbal. Maintenant, nous venons de comprendre ce qu'est une phrase. Nous voyons qu'une phrase est une combinaison de mots et cette combinaison-là respecte un ordre. Cette combinaison-là est faite suivant un ensemble de critères syntaxiques, sémantiques, etc. Et justement, si cette combinaison-là n'a pas respecté un ensemble de critères, on ne pourrait pas comprendre le message véhiculé. Et nous venons de voir que la phrase est constituée d'un ensemble d'éléments comme le groupe sujet, le groupe verbal et les groupes facultatifs comme les groupes circonstanciels. Maintenant, nous allons voir qu'il existe différents types de phrases. On distingue 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase impérative ou injonctive et la phrase exclamative. À chaque type de phrase correspond un acte de langage différent. Pour la phrase déclarative, il s'agit de donner une information, de décrire quelque chose, de constater. Exemple, mon ami apprécie la friture de grillons et de la confiture de fourmis. Cette phrase est déclarative, c'est parce que justement, elle nous fournit une information. La phrase interrogative. La phrase interrogative a pour but d'obtenir une information. L'interrogation peut être totale ou partielle. Est appelée totale toute interrogation à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Exemple, vous avez déjà mangé de la confiture de fourmis? À cette interrogation, il faut répondre par oui ou par non. Dans la phrase interrogative, comme je vous le dis, à l'écrit, elle est marquée par un point d'interrogation. Mais à l'oral, c'est l'intonation de la voix qui va vous permettre de comprendre qu'il s'agit d'une interrogation. La phrase interrogative
peut être marqué aussi par l'inversion du sujet. C'est-à-dire, le pronom est placé après le verbe. Exemple, votre question est-elle sérieuse? Donc ici, c'est une interrogation qui est faite par l'inversion du sujet. Donc le sujet ici, c'est elle. Donc le verbe, c'est est. Donc le sujet est placé avant le verbe. L'interrogation peut être faite aussi par la locution est-ce que. Exemple, est-ce que vous avez déjà mangé de la confiture de fourmis? Donc, voilà. Pour ce qui concerne l'interrogation partielle, on ne peut pas répondre par oui ou par non. Pourquoi? Parce que dans l'interrogation partielle, il est question de fournir une information. Il est question d'élaborer quelque chose. Dans l'interrogation partielle, la question est introduite par un mot interrogatif qui peut être qui, où, quoi, pourquoi, comment, quel, qui est-ce qui, etc. Exemple, où avez-vous rencontré cette jeune fille? Donc vous voyez, lorsqu'on prend cette interrogation, on ne peut pas répondre par oui ou par non. Donc, la réponse à cette question doit être une information, doit être une élaboration. Il faut élaborer certaines choses. Donc, voilà en ce qui concerne la phrase interrogative. Et il faut retenir que dans la phrase interrogative, il y a l'interrogation totale et l'interrogation partielle. La phrase impérative. La phrase impérative a pour but d'obtenir un acte de l'interlocuteur. Elle exprime un ordre. Elle peut exprimer aussi une défense, un conseil. Son intonation est descendante. La phrase impérative peut être formée avec un verbe à l'impératif. Exemple, goûtez donc de cette confiture. Le verbe goûter ici est un verbe qui est à l'impératif. Elle peut être formée aussi avec un verbe à l'infinitif. Consommer avec la date indiquée sur le pot. Vous voyez, le verbe consommer ici est à l'infinitif. La phrase impérative peut être formée aussi avec une phrase non verbale. Exemple, interdiction d'ouvrir ce pot. Voilà. Maintenant, la phrase exclamative. La phrase exclamative sert à exprimer un sentiment fort et très variable. Son intonation est très variable et très forte aussi. Cette intonation est exprimée à l'écrit par un point d'exclamation. Exemple, j'adore la confiture d'ananas. Quelle horreur cette confiture! Et on peut également former cette phrase à l'aide des mots exclamatifs. Exemple, comme c'est bizarre, ce qu'il est bête, quel bel stylo. Donc, la phrase exclamative nous permet d'exprimer ce que nous avons comme émotion, ce que nous avons comme sentiment, ce qui se passe au plus profond de nous. Donc,
voilà les 4 types de phrases en grammaire française. Phrase déclarative, qui sert à transmettre une information. La phrase interrogative, qui a pour but d'obtenir une information. La phrase impérative, qui a pour but de faire quelque chose à quelqu'un. Et la phrase exclamative, qui a pour but d'exprimer un sentiment très fort et variable. Maintenant, nous allons voir qu'il y a différentes formes de phrases, que les phrases peuvent avoir 2 grandes formes. Qu'elles soient déclaratives, interrogatives, impératives ou injonctives et exclamatives, elle peut être mise à la forme négative et emphatique. La forme négative se construit au moyen d'une locution qui est composée de l'adverbe ne et d'un autre mot qui peut être pas, jamais, rien, personne, etc. Et le plus souvent, la locution encadre le verbe. Exemple. Je n'aime pas la confiture d'ananas. Cette phrase-là est une phrase déclarative, mais elle est de forme négative. Elle est déclarative parce qu'elle fournit une information, parce qu'elle transmet une information. Elle est négative parce que le verbe est encadré d'une locution composée de l'adverbe ne et du mot pas. Donc le verbe ici, c'est le verbe aimer. Aime. Deuxième exemple. Est-ce que tu n'aimes pas la confiture d'ananas? Cette phrase est une phrase interrogative. Pourquoi? Parce que la phrase commence à l'aide d'un mot interrogatif qui est est-ce que. Mais cette phrase interrogative est de forme négative parce que le verbe est encadré d'une locution qui est composée de l'adverbe ne et du mot pas. Donc, voilà, il faut retenir que quel que soit le type de phrase, elle peut avoir ces 2 formes, à savoir la forme négative et la forme emphatique. Il faut noter aussi que lorsqu'une phrase n'est pas de forme négative, elle est donc de forme affirmative. Exemple, j'aime la confiture d'ananas. Cette phrase-là, c'est une phrase déclarative, affirmative. Donc, puisqu'elle n'est pas de forme négative, elle est donc de forme affirmative. Maintenant, pour ce qui concerne la forme emphatique. La forme emphatique sert à insister sur l'un des éléments de la phrase en le plaçant en tête. L'élément sur lequel on veut insister est encadré soit par c'est qui ou c'est que. Exemple. C'est Julien qui a mangé toute la confiture d'ananas. Dans cette phrase, l'élément sur lequel on veut mettre accent, c'est Julien. La phrase souligne qui a mangé toute la confiture, toute
la confiture d'ananas. Donc l'emphase est mise sur Julien. On insiste sur Julien. Donc, vous voyez, Julien, qui est l'élément sur lequel on veut insister, est encadré par c'est qui? C'est Julien qui a mangé toute la confiture d'ananas. Deuxième exemple, c'est à Nicolas que j'ai donné le reste de l'argent. L'élément sur lequel ici qu'on veut insister, c'est Nicolas. On met accent sur Nicolas. Donc la phrase souligne à qui j'ai donné le reste de l'argent. Et pourquoi on dit que cette phrase, elle est de forme emphatique? Eh bien, c'est justement parce que l'élément sur lequel on veut insister est encadré avec la locution c'est que. Donc, voilà, quel que soit le type de phrase, deux formes, négative et emphatique. Donc, on peut parler de phrase déclarative négative ou phrase déclarative affirmative, phrase interrogative négative, phrase exclamative négative, phrase impérative négative. Et lorsqu'on veut mettre un accent particulier sur un élément de la phrase, eh bien, on encadre cet élément-là avec l'une des locutions suivantes. C'est qui ou c'est que. Maintenant, nous allons parler de la phrase complexe. Généralement, la phrase complexe donne certaines difficultés. Mais nous allons voir que c'est extrêmement facile. D'abord, on observe une pause et on revient tout de suite. Qu'appelle-t-on phrase complexe? On appelle phrase complexe toute phrase qui compte plusieurs groupes verbaux. Et cette phrase-là a autant de propositions que de groupes verbaux ayant un sujet. Exemple. Ma sœur, qui a de l'imagination, aime les contes et invente souvent de terrifiantes histoires de sorcières. Ma sœur, qui a de l'imagination, aime les contes et invente souvent de terrifiantes histoires de sorcières. Cette phrase comporte trois verbes conjugués, donc trois propositions. La première proposition, ma sœur aime les contes. C'est une proposition. Pourquoi? Parce qu'il y a un verbe et ce verbe-là a son sujet. Le verbe ici, c'est aime, le verbe aimer qui est conjugué, et le sujet, c'est bien ma sœur. Donc, c'est une proposition. La deuxième proposition, ma sœur invente souvent de terrifiantes histoires de sorcières. C'est une proposition parce qu'il y a un verbe qui est conjugué. Le verbe ici, c'est le verbe inventer. Ma sœur invente, donc le verbe c'est invente. Et le sujet, c'est bien ma sœur. Puisqu'il y a dans cette phrase, disons dans cette partie de phrase, un verbe conjugué et un sujet, on dit qu'il s'agit d'une proposition qui a de l'imagination, qui ici est un pronom relatif. Rappelez-vous bien que nous avons parlé des pronoms relatifs. Donc, le pronom relatif
qui, ici, remplace son antécédent. Mais l'antécédent, c'est bien ma soeur. Donc, qui représente ma soeur. Donc, c'est comme on a ma soeur a de l'imagination. Donc, vous voyez bien que c'est encore une proposition parce qu'il y a d'abord un verbe qui est conjugué, c'est le verbe avoir. Donc ici, a, c'est la troisième personne du singulier du verbe avoir. Et le sujet, c'est ma soeur. Donc, il y a trois propositions parce qu'il y a trois verbes qui sont conjugués et chaque verbe a son sujet. Donc, c'est une phrase complexe. Maintenant, dans une phrase complexe, les propositions ont un certain rapport. Quels sont les rapports qu'il y a entre les différentes propositions dans une phrase complexe? Dans une phrase complexe, les propositions peuvent être reliées soit par juxtaposition, soit par coordination ou subordination. Dans les rapports de juxtaposition et de coordination, les deux propositions ont une importance égale. On pourrait supprimer indifféremment l'une ou l'autre. Quand dit-on qu'elles sont juxtaposées? Les propositions sont juxtaposées, c'est lorsqu'elles sont séparées par une virgule ou par deux points. Exemple, ma sœur adore les sorcières. Elle craint les ogresses. À travers cette phrase, il y a deux propositions puisqu'il y a deux verbes conjugués et chaque verbe a son sujet. Pourquoi c'est juxtaposé? C'est parce que ces deux propositions-là sont séparées par deux points. Quand dit-on que les propositions sont coordonnées? Elles sont coordonnées, c'est lorsqu'elles sont reliées par un mot coordonnant. Les mots coordonnants peuvent être les conjonctions de coordination ou adverbes de liaison. Exemple, ni, car, ou, mais, donc, etc. Donc, ce sont des conjonctions de coordination ou adverbes de liaison. Eh bien, lorsque deux propositions sont reliées par l'un de ces éléments coordonnants ou adverbes de liaison, eh bien, on dit que ces propositions-là sont coordonnées. Exemple, ma sœur adore les sorcières, mais elle craint les ogresses. Cette phrase-là a deux propositions parce qu'elle comporte deux verbes conjugués et chaque verbe a son sujet. Maintenant, pourquoi dit-on qu'elles sont coordonnées? C'est parce qu'elles sont reliées à l'aide d'un élément coordonnant qui est mais. Donc, mais, c'est une conjonction de coordination. Les propositions peuvent avoir entre elles un rapport de subordination. Dans le rapport de subordination, l'une des propositions complète l'autre. Exemple, ma sœur aime qu'on lui raconte des histoires de sorcières. Ici, nous avons deux propositions. Il y a deux verbes conjugués et chaque verbe a son sujet. Mais qu'est-ce qu'on remarque? C'est que chaque proposition complète l'autre. L'une complète l'autre. La proposition qu'on lui raconte des histoires de sorcières
complète la proposition ma sœur aime. La proposition qu'on lui raconte des histoires de sorcières a une fonction. Donc la fonction, c'est le complément d'objet direct du verbe aimer. Donc voilà comment les différentes propositions d'une phrase complexe peuvent être reliées. Elles peuvent être reliées par juxtaposition, par coordination ou par subordination. On parle aussi, chers élèves, chers téléspectateurs, de type de proposition. Une proposition peut être appelée aussi indépendante. C'est lorsqu'elle ne dépend pas d'une autre proposition et qu'aucune proposition ne dépend d'elle. Elle équivaut donc à une phrase simple. Prenons l'exemple suivant. Certains soirs, notre tante quittait la maison. Ma mère verrouillait les entrées et commençait alors les hurlements et les rires grinçants. Certains soirs, notre tante quittait la maison. Ma mère verrouillait les entrées et commençait alors les hurlements et les rires grinçants. Les trois propositions ici sont indépendantes. Les deux premières sont juxtaposées et la troisième est coordonnée aux deux premières par la conjonction de coordination et. Pourquoi dit-on que les deux premières propositions sont juxtaposées? On dit que les deux propositions sont juxtaposées, c'est parce que tout simplement elles sont séparées à l'aide de virgules. Alors que la troisième proposition, elle est séparée des deux premières à l'aide d'une conjonction de coordination qui est et. Mais dans un rapport de subordination entre les propositions, on parle de principal et de subordonné. Donc, proposition principale, proposition subordonnée. Prenons l'exemple suivant afin de bien comprendre ce qu'on entend par proposition principale et proposition subordonnée. Dès que le soleil se couchait, ma tante quittait la maison. Dès que le soleil se couchait, ma tante quittait la maison. La proposition 1, dès que le soleil se couchait. La seconde, ma tante quittait la maison. Qu'est-ce qu'on remarque? La première proposition complète la deuxième. Donc, puisque la première proposition complète la deuxième, on ne peut pas la supprimer. Donc, la première proposition est une proposition subordonnée. Et la deuxième proposition est complétée par la première. Donc, c'est la proposition principale. Donc, voilà, en ce qui concerne les types de propositions. Donc, dans un rapport de juxtaposition et de coordination, on parle de propositions indépendantes, alors que dans un rapport de subordination, on parle de propositions subordonnées et de propositions principales. Nous allons observer une nouvelle pause et après,
nous allons voir que les propositions subordonnées ont des fonctions grammaticales. Les propositions subordonnées occupent, comme un mot ou un groupe de mots, une fonction grammaticale par rapport à la principale ou à l'un de ses constituants. La proposition subordonnée peut être sujet, complément d'objet direct, épithète, attribut et complément circonstanciel. Pour comprendre les différentes fonctions de la proposition subordonnée par rapport à la principale, nous allons prendre quelques exemples. Exemple 1. Dès que le soleil sera couché, une ogresse te dévorera. Dès que le soleil sera couché, une ogresse te dévorera. Dans cette phrase, nous avons deux propositions. Dès que le soleil sera couché est une proposition. Une ogresse te dévorera est la deuxième proposition. La deuxième proposition est complétée par la première. La deuxième proposition est la proposition principale et la première est la subordonnée. Lorsqu'on regarde la phrase, on voit que la première proposition, qui est la proposition subordonnée, a une fonction de complément circonstanciel de temps. Pourquoi complément circonstanciel de temps? C'est parce que ici, la première proposition renvoie au temps. Quand une ogresse te dévorera, mais c'est quand le soleil sera couché. Dès que le soleil sera couché. Donc ici, dans cette phrase, la subordonnée a pour fonction grammaticale complément circonstanciel de temps. Deuxième exemple. On a deux propositions. Hélène raconte que notre tante est une sorcière. La première proposition est complétée par la deuxième. La première proposition est donc la proposition principale et la deuxième est donc la proposition subordonnée. Quelle est la fonction de la proposition subordonnée ici? La fonction grammaticale de la subordonnée ici est bien complément d'objet direct. Hélène raconte quoi? Hélène raconte que notre tante est une sorcière. Donc, la subordonnée ici a pour fonction grammaticale complément d'objet direct. Troisième exemple. Moi, je préfère les histoires qui finissent bien. Cette phrase comporte toujours deux propositions. Moi, je préfère les histoires. C'est la proposition principale. Et qui finissent bien est la proposition subordonnée. Qui finissent bien a la fonction d'épithète par rapport à la proposition principale. Pourquoi? Parce que dans la deuxième proposition, donc on précise l'histoire préférée. Donc, la fonction de la subordonnée ici est épithète. Donc, voilà les différentes fonctions que peuvent avoir les subordonnés par rapport aux propositions principales. Donc, voilà, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers élèves,
en ce qui concerne l'étude de la phrase. Donc, je vous remercie. J'espère que vous allez consulter notre chaîne YouTube afin de faire les exercices. Et ne négligez pas à nous contacter en cas besoin par rapport aux exercices. Merci tout le monde. Sans ceinture.